Prime Minister Mark Carney will make his second trip to the American capital on Monday, even with the United States in the middle of a government shutdown, where he'll hold meetings at the U.S. Capitol and at the White House, his second since he took office. And it comes at a moment where trade tensions between the two countries remain at a steady boil. Joseph Steinberg's a professor with the University of Toronto's Economics Department. Great to chat with you this morning, Joseph. We don't know the exact details of the Prime Minister's agenda, but the free trade agreement between Canada, the U.S. and Mexico, which is up for review next summer, will likely be a part of the conversation. Now, the U.S. ambassador to Canada has said an extension isn't likely, but that doesn't mean that USMCA or CUSMA is ending, correct? Certains épisodes n'interrompent pas le système. Ils révèlent simplement avec clarté qu'il fonctionne déjà selon de nouveaux principes. En avril 2025, le gouvernement canadien a entamé des consultations internes ayant des implications directes pour le plus grand accord commercial d'Amérique du Nord. Des techniciens du ministère des Finances, accompagnés de conseillers liés au Bureau des Relations extérieures, ont commencé à réviser des clauses spécifiques du traité qui régit les flux de marchandises, d'investissements et de services entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Bien que formellement administrative, cette initiative a coïncidé avec la publication de données indiquant une baisse brutale de 40% du nombre de visiteurs canadiens aux États-Unis par rapport au même mois de l'année précédente. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les salles techniques d'Ottawa. Au cours des semaines suivantes, une coalition d'entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie dans les provinces frontalières a signalé une forte baisse des revenus provenant des touristes, tandis que les organismes commerciaux ont enregistré un recul bilatéral non seulement dans les services, mais aussi dans les chaînes de production intégrées. Parallèlement, le Parlement canadien a entamé des sessions à huis clos avec des membres de la diplomatie et de la défense pour discuter de scénarios de discontinuité ou de restructuration de l'accord connu sous le nom d'USMCA. Cette initiative, décrite par des sources diplomatiques comme étant encore exploratoire, a coïncidé avec un geste de plus grande envergure, l'annonce officielle de l'entrée du Canada dans un programme européen de défense commune d'une valeur de 244 milliards de dollars, scellé après des mois de négociations menées à Bruxelles. Le message institutionnel n'est pas passé inaperçu auprès des observateurs internationaux. En moins de 3 mois, le Canada a signalé sa volonté technique, économique et stratégique de redessiner ses axes de dépendance commerciale, dans un mouvement qui rompt avec les normes historiques de convergence quasi automatique avec les États-Unis. Et il l'a fait au milieu d'une série de gestes hostiles de la part du président Donald Trump, qui, lors de son retour au pouvoir, a réintroduit des droits de douane de 25% sur les produits canadiens, a suggéré publiquement l'annexion du pays en tant que 51e État et a imposé de nouvelles procédures d'entrée pour les citoyens canadiens séjournant plus de 30 jours sur le territoire américain, notamment l'enregistrement obligatoire et la prise d'empreintes digitales. Ce geste, critiqué par les organisations de défense des droits civils dans les deux pays, a été interprété par les diplomates comme une escalade dans le traitement d'un allié historique. Parallèlement, les données publiées par les instituts de recherche en mars 2025 indiquaient que plus de 60% de la population canadienne prévoyait d'éviter tout voyage aux États-Unis au moins jusqu'à l'année suivante. Les représentants des secteurs économiques stratégiques ont commencé à s'exprimer. Les maires des villes américaines situées dans les régions frontalières, comme la municipalité de Haines en Alaska, ont publiquement mis en garde contre l'effondrement des économies locales qui dépendent du flux quotidien de Canadiens. À partir du mois d'avril, les effets secondaires ont cessé d'être de simples projections et ont été intégrés dans des rapports d'impact économique régional. Selon une enquête de l'Association touristique de la Nouvelle-Angleterre, une partie du secteur hôtelier avait déjà suspendu les embauches prévues pour l'été, tandis que les chaînes de restaurants signalaient la fermeture d'établissements dans les villes frontalières. L'épicentre de la crise s'est toutefois déplacé du commerce vers l'architecture institutionnelle du traité.
Les techniciens canadiens ont commencé à discuter ouvertement de la possibilité d'utiliser la révision obligatoire de l'accord, prévue pour le 1er juillet 2026, comme une fenêtre formelle pour une renégociation en profondeur ou un éventuel retrait. Le traité, bien que valable jusqu'en 2036, prévoit que l'un des trois pays peut, au cours du processus de révision sexennale, signaler son souhait de ne pas renouveler ou de modifier substantiellement les termes. C'est dans ce contexte que Mark Carney, Premier ministre canadien, a consolidé en interne une stratégie de remplacement progressif de la dépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis. La mise en place de ce nouvel accord, articulé par le biais de traités avec des partenaires européens et asiatiques, a été présentée au Parlement comme une politique d'État, et non comme une simple réponse conjoncturelle. Bien que les initiatives canadiennes aient été prises dans le cadre des institutions existantes, les analystes observent que le modèle de réponse va à l'encontre de décennies d'intégration passive avec les États-Unis. La logique de convergence automatique a cédé la place à celle d'un remplacement prudent, et ce revirement s'est accentué au moment même où le gouvernement américain a commencé à adopter des attitudes jugées hostiles ou imprévisibles par ses voisins et alliés. Le canal de communication entre Washington et Ottawa reste formellement actif, mais l'absence de déclaration conjointe depuis janvier renforce le sentiment d'un éloignement structurel. Pour ceux qui suivent la dynamique des relations internationales, le processus en cours ne suggère pas une crise isolée, mais plutôt une réorganisation de l'architecture hémisphérique. La rupture possible, encore embryonnaire, s'inscrit dans un contexte plus large de méfiance mutuelle et de reconfiguration des alliances commerciales et stratégiques. Dans ce contexte, les signaux émis par le Canada ne semblent ni improvisés, ni réversibles à court terme. Les commissions parlementaires, les missions diplomatiques et les secteurs commerciaux travaillent de concert à la recherche de voies alternatives qui réduisent la vulnérabilité du pays face aux décisions unilatérales prises à Washington. L'existence de cette convergence est en soi un indicateur que la relation bilatérale traverse une période de réévaluation systémique. Et les prochaines mesures prises par le gouvernement américain seront observées non seulement par ses partenaires commerciaux immédiats, mais aussi par un ensemble plus large d'acteurs internationaux attentifs à la manière dont les États-Unis traitent leurs alliés historiques en cas de désaccord. C'est là que le rôle des initiatives d'analyse indépendantes prend toute son importance. Lorsque les décisions institutionnelles s'entremêlent avec des dynamiques politiques à haut risque, suivre les faits en profondeur et dans leur contexte devient une nécessité et non plus un simple choix. C'est pourquoi notre chaîne reste attentive à l'évolution de cette tension. À partir de ce moment, les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada ont été perçues non seulement comme un différend tarifaire ponctuel, mais aussi comme le signe d'un changement plus large dans la structure des alliances économiques continentales. Lors de sessions techniques tenues entre mai et juin 2025, la Commission permanente du commerce international du Parlement canadien a entendu des membres de l'industrie, de la diplomatie et du secteur de la défense afin d'évaluer les impacts d'une éventuelle refonte ou d'un abandon de l'USMCA. Des documents préliminaires révèlent que, sous la direction de Mark Carney, le gouvernement canadien cartographiait des alternatives multilatérales depuis au moins 9 mois. L'adhésion au programme européen de défense collective, par exemple, n'était pas seulement une décision stratégique dans le domaine militaire. Elle a servi de porte d'entrée à des négociations commerciales élargies avec le bloc européen, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la technologie, des mines stratégiques et du transport logistique. Selon des sources diplomatiques à Bruxelles, l'intégration du Canada a été facilitée précisément par la perception que le pays recherchait une position de prévisibilité institutionnelle et d'adhésion stable aux règles multilatérales. À partir de là, d'autres mécanismes ont commencé à être mis en place. Les autorités commerciales canadiennes ont intensifié le dialogue avec leurs partenaires asiatiques, tels que le Japon et la Corée du Sud, en mettant l'accent sur les accords bilatéraux d'approvisionnement et d'exportation. La logique n'était pas seulement de rechercher de nouveaux marchés de consommation, mais aussi de diversifier les chaînes d'approvisionnement
et de réduire l'exposition aux fluctuations politiques provenant de Washington. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le Canada s'est montré disposé à maintenir des tarifs douaniers de rétorsion, même face à des analyses économiques suggérant un assouplissement. En mai, une analyse d'Oxford Economics a indiqué qu'une partie des mesures avait été suspendue. La réponse officielle du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a été directe. 70% des tarifs douaniers restent en vigueur. Cette déclaration n'était pas seulement factuelle. Elle exprimait une volonté politique de maintenir les pressions économiques même au prix de coûts internes, dès lors qu'elle s'inscrivait dans un projet plus large de repositionnement international. Parallèlement, les audiences publiques qui se sont tenues à Washington du 2 au 4 décembre ont mis en évidence la perception du secteur productif américain face au risque d'effondrement de l'USMCA. 150 représentants de secteurs stratégiques ont participé aux sessions convoquées par le Bureau du représentant commercial des États-Unis. Parmi les témoignages, celui de Riley Bushiu, vice-président du Conseil de l'horticulture du Nord-Ouest, qui représente les principaux producteurs de pommes, de poires et de cerises du pays, s'est particulièrement distingué. Selon M. Bushiu, les droits de douane imposés par le Mexique lors de la première guerre commerciale de Trump avaient déjà causé des pertes importantes et, si l'accord actuel était rompu, des milliers d'exploitations agricoles familiales pourraient cesser leurs activités. Selon lui, il n'existe pas de marché alternatif capable de compenser la perte de l'accès préférentiel au Canada et au Mexique. Ce type de déclaration, officiellement consignée dans les annales de la Commission, renforce le degré d'interdépendance des chaînes de production régionales. Le même ton a été adopté par Dave Walton, secrétaire de l'Association américaine du soja, qui a souligné les effets indirects des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les pièces automobiles, sur la rentabilité des producteurs agricoles. Les représentants de l'industrie automobile, réunis au sein du Conseil de politique automobile, ont également expliqué que, sous le nouveau régime tarifaire, chaque véhicule produit pourrait voir son coût final augmenter jusqu'à 12 000 $, ce qui rendrait impossible la compétitivité face aux constructeurs européens et asiatiques. Ces déclarations n'ont pas été faites en parallèle au débat canadien, mais en réponse directe aux signaux émis par Ottawa. La simultanéité des pressions des deux côtés de la frontière montre que la crise n'est plus bilatérale, mais a pris une dimension multilatérale. Le point central des critiques adressées au gouvernement Trump lors de ces audiences n'était pas le contenu de l'accord, mais l'imprévisibilité institutionnelle générée par des actions unilatérales. Cela est devenu évident lorsque le président lui-même, interrogé sur le renouvellement du traité, a répondu qu'il pourrait laisser l'accord expirer ou en rechercher un nouveau. Cette déclaration, vague et techniquement incohérente, a été accueilli avec perplexité par les analystes qui suivent les négociations depuis la renégociation de l'ALENA. L'USMCA est le principal instrument de régulation d'un commerce trilatéral qui, en 2024, a généré 1,6 billion de $. La moitié de ce volume est concentrée dans des chaînes de production intégrées, dans lesquelles les pièces traversent plusieurs frontières jusqu'à l'assemblage final. La simple imposition de droits de douane à chacun de ces déplacements rend dans la pratique le modèle actuel logistiquement irréalisable. L'interprétation des représentants canadiens, mexicains et américains est similaire. Sans signe clair de stabilité institutionnelle, la poursuite du traité devient risquée pour toutes les parties. C'est dans ce contexte que les décisions à moyen terme commencent à se dessiner. Du côté canadien, l'accent est mis sur la consolidation de nouveaux axes commerciaux permanents. Du côté américain, les pressions internes tentent de renverser les décisions déjà prises. Mais le temps pour réparer les dégâts est compté. Le calendrier de la révision obligatoire de l'USMCA fixe des délais stricts. Si aucune des parties ne demande de renégociation avant juillet, le traité restera en vigueur. Mais si l'un des pays opte pour une sortie ou une modification profonde, l'ensemble du cadre entre en phase de rediscussion avec des conséquences institutionnelles immédiates. Jusqu'à présent, le Canada n'a officialisé aucune décision. Mais l'accumulation de gestes, d'accords et de déclarations indique une voie qui, bien que toujours réversible,
exige des signes de changement de la part du gouvernement américain. Et ces signes, jusqu'à présent, ne sont pas venus. C'est précisément pour cette raison qu'il est devenu essentiel de suivre en permanence les mouvements techniques, les décisions du cabinet et les déclarations parlementaires. C'est dans cet espace de convergence entre l'économie et la politique que la couverture éditoriale trouve son rôle le plus important. Ici, nous restons attentifs aux détails qui échappent aux gros titres, mais qui définissent l'orientation institutionnelle des accords, ayant un impact direct sur la vie de millions de personnes. Sur la base d'évaluations réalisées par des observateurs internationaux à partir de documents diplomatiques récents, le Canada a commencé, depuis la seconde moitié de l'année 2025, à réévaluer de manière continue sa dépendance économique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Il n'y a eu aucune annonce officielle de rupture, ni aucune déclaration explicite indiquant l'abandon immédiat du traité en vigueur. Ce qui s'est progressivement mis en place, c'est un ensemble de décisions cohérentes entre elles, nouveaux accords bilatéraux, reconfiguration des itinéraires logistiques, ajustement de l'orientation stratégique, qui, prises dans leur ensemble, indiquent une transition en cours, dont les effets ne peuvent encore être pleinement mesurés. Les interprétations quant au niveau réel d'engagement du Canada en faveur d'une éventuelle sortie définitive de l'accord États-Unis-Mexique-Canada restent partagées. Pour certains analystes, il s'agit d'un mouvement calculé, destiné à élargir la marge de négociation dans les révisions à venir. Pour d'autres, en particulier les diplomates impliqués dans des processus multilatéraux en Europe et en Asie, il s'agit d'une décision stratégique à long terme, qui ne dépend plus directement des choix adoptés par Washington. Dans cette perspective, le débat ne porte plus sur la faisabilité d'une sortie formelle, mais sur la signification que cette sortie aurait pour l'équilibre économique du continent. Une lecture plus modérée soutient que le Canada cherche toujours à préserver le cadre multilatéral existant, mais uniquement s'il fonctionne sur de nouvelles bases de prévisibilité et de respect institutionnel. Cette évaluation est renforcée par les déclarations publiques du Premier ministre Mark Carney, qui a souligné à plusieurs reprises la valeur des structures coopératives, tout en insistant sur la nécessité de disposer d'instruments de protection contre les chocs externes et les volatilités récurrentes. Concrètement, la volonté de dialogue demeure, mais elle n'est plus automatique ni illimitée. Dans le même temps, les experts en droit commercial international avertissent qu'un retrait unilatéral de tout pays signataire pourrait donner lieu à des litiges juridiques très complexes, en particulier dans les secteurs caractérisés par des investissements croisés à long terme. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les effets juridiques immédiats d'un éventuel retrait du Canada, ni sur les procédures formelles permettant de remplacer ou de réviser les clauses centrales du traité. Bien qu'il existe des mécanismes de règlement des différends par arbitrage international, la simple prévision de ces instruments ne garantit pas des résolutions suffisamment rapides pour répondre aux besoins des secteurs les plus sensibles. Cette fragilité juridique est particulièrement importante dans les secteurs structurels de l'économie, tels que l'industrie automobile et le secteur agricole, où les contrats sont généralement conclus sur la base d'attentes de stabilité tarifaire prévues pour des décennies. Ainsi, le risque institutionnel ne se limite pas au domaine diplomatique, mais touche directement la prévisibilité des investissements et la viabilité de chaînes de production entières. À ce scénario s'ajoute une tension politique croissante. Les représentants du secteur privé américain, sous la pression de pertes déjà identifiables, ont intensifié leur action auprès du Congrès. Lors de réunions avec des parlementaires, ils font valoir que le maintien des politiques tarifaires actuelles menace non seulement l'emploi, mais compromet également la crédibilité internationale du pays en tant que partenaire commercial fiable. Parallèlement, des divisions internes apparaissent au sein de l'équipe économique de l'administration en place. Selon des sources ayant accès au débat au sein du ministère du Commerce, il existe une préoccupation concrète que l'insistance sur une posture conflictuelle conduise à un processus graduel d'isolement dans un système international de plus en plus interdépendant. C'est dans ce contexte d'incertitude que la date butoir du 1er juillet 2026 revêt une importance capitale.
Plus qu'une simple échéance technique pour la révision du traité, cette date est désormais considérée comme un tournant institutionnel. Elle déterminera non seulement la poursuite formelle de l'accord, mais aussi le type de leadership que les États-Unis d'Amérique entendent exercer au cours des prochaines décennies. En fonction des décisions prises ou de l'absence de décision, d'autres nations pourraient réévaluer leur propre stratégie par rapport au système multilatéral historiquement associé à Washington. Cette possibilité de reconfiguration en chaîne confère une importance particulière au moment actuel. L'absence de signaux clairs de la part de la Maison-Blanche, combinée à la prévisibilité stratégique démontrée par Ottawa, crée une asymétrie qui peut être interprétée par d'autres puissances comme un signe de fragilité institutionnelle américaine. Même si le traité venait à être renouvelé, les termes de ce renouvellement reproduiraient difficilement l'accord initial. Et même si le Canada choisissait de rester formellement, les accords bilatéraux signés ces derniers mois construisent un réseau parallèle d'alliances qui réduit la centralité des États-Unis d'Amérique dans la structure économique canadienne. Les analystes liés aux centres de recherche européens et asiatiques observent que ce processus de décentralisation progressive tend à servir de référence pour d'autres pays qui connaissent aujourd'hui des niveaux similaires de dépendance économique. Dans cette optique, le cas canadien dépasse la dimension continentale et sert d'exemple pour redessiner les relations de dépendance sans ruptures abruptes, mais avec une fermeté institutionnelle. À long terme, l'impact le plus durable ne sera peut-être pas le retrait éventuel du traité, mais la consolidation d'un nouveau paradigme dans lequel les partenariats commerciaux ne reposent plus exclusivement sur la proximité géographique, mais dépendent avant tout de la fiabilité politique. Cette variable est devenue centrale, et la manière dont les États-Unis d'Amérique géreront cet épisode sera observée attentivement par leurs alliés et leurs concurrents. L'enjeu n'est pas seulement un accord spécifique, mais le modèle même de gouvernance commerciale américaine dans un contexte d'instabilité prolongée.